Bonjour à tous, bienvenue à Boisvert Radio. Aujourd'hui, émission numéro 3 de la saison 2 de Boisvert Radio. Avant de commencer, chers auditeurs, je vous invite à aller aimer la page Facebook de Boisvert Radio pour voir non seulement les podcasts qui sortent là, chaque jeudi matin à 9h, mais aussi pour lire mes articles là, qui couvrent l'actualité sportive de la journée que je publie chaque soir. Donc maintenant que c'est dit, là, passons aux choses sérieuses. Vous verrez que contrairement à la semaine passée, je suis accompagné d'un collaborateur. C'est James Letourneau qui est avec nous sur ce podcast. Salut James, ça va? Salut Charles, ça va bien toi? Ouais, super. Écoute, je suis très heureux de te retrouver aujourd'hui. Ouais, pareillement pour moi. Écoute, je pense que ça va être très intéressant là, de pouvoir parler avec Frédéric aujourd'hui. Exactement. Tu me mets les mots à la bouche. Là. Vous verrez aussi là, qu'il y a quelqu'un d'autre que moi et James. C'est notre invité d'aujourd'hui, Frédéric Parent. Frédéric est l'entraîneur-chef du Blizzard du Séminaire Saint-François dans la Ligue le Midget 3A. Frédéric amorce cette année sa troisième année à la barre de l'équipe et l'alignement officiel de la saison 2020-21 a été dévoilé en fin de semaine. Donc, ça nous fait plein de beaux sujets là, à jaser avec notre invité. Frédéric, bienvenue à Boisvert Radio. Vous allez bien? Oui, très bien. Vous autres aussi? Oui, super. Écoute, James, je te laisse l'honneur de commencer. Good. Frédéric, pour commencer, on va parler de tes débuts là, comme entraîneur. En fait, tu es arrivé avec le Blizzard là, en 2006, à l'âge de 26 ans, là, si je ne me trompe pas. Puis, tu as commencé comme entraîneur adjoint, puis tu as fait plusieurs saisons dans ce rôle-là, justement. Ouais. On voulait juste savoir un petit peu là, ton parcours hockey avant d'arriver là, avec le Blizzard. Écoute, avant d'arriver avec le Blizzard, c'est sûr que ça fait quand même quelques années, tu l'as dit. J'ai commencé en 2006. Mais avant ça, j'ai commencé à coacher. La première saison, je pense, c'est tout de suite en sortant quand j'avais arrêté de jouer après le midget. En 1997, j'étais entraîneur adjoint dans la tombe 2A avec quelqu'un que vous avez reçu là, il n'y a pas si longtemps que ça, qui est Patrick Kelly. Je me souviens à Beaubourg. Il y a un regroupement qui regroupait Beauport et Charlebourg. Puis, j'avais passé une saison au complet dans les estrades à regarder Pat puis le staff aller. Donc, dans le temps, il y avait énormément de compétition. C'était, écoute, René Matt qui est rendu en Europe, coachait dans le Bantam 3A. Il y avait des Bobo, c'était une pépinière d'entraîneurs qui était incroyable. Fait que juste d'être là dans le staff à Tombe 2A, c'était déjà quelque chose de gros pour moi. Puis après ça, se sont succédés des rôles d'adjoint à Tombe. J'avais redescendu à Tombe 2B dans un rôle plus important. Après ça, j'ai gradué Pibou 2A, entraîneur-chef. Bantam 2A, il y avait eu une ouverture avec le gouverneur de la Rive-Nord dans le temps. Puis qui était tout ce qui est l'ouest de la ville, si on veut. Donc, Sainte-Foy, Cap-Rouge et aussi tout ce qui est Port-Neuf. Donc, j'ai coaché 3 ans dans le Bantam 2A avant d'arriver avec le Midget 3 quand Serge Beausoleil m'avait appelé là, pendant l'été 2006. OK, donc vous avez passé, dans le fond, de Bantam 2A à Midget 3. C'est quand même un impressionnant bond. Et, dans le fond, c'est que dans le temps, il n'y avait pas de Bantam 3A non plus. Là, il y avait, en ce moment, il y a du Bantam 3A. Avant, tu avais 3 équipes de Bantam 2A. OK, c'est bon. Ouais. Et derrière chaque entraîneur, il doit avoir une expérience de joueur à quelque part. Là. Quelles ont été vos expériences là, comme joueur de hockey avant d'aller dans le coaching? Courtes. Les expériences ont été courtes. Je ne sais pas le joueur qui avait le plus grand talent. Fait que, après avoir joué Midget 2B, là, j'ai arrêté de jouer. Je me suis tout de suite concentré. En fait, je pense que j'étais pee-wee puis je savais que j'allais devenir coach. Là. Je dessinais des drills déjà. Puis, fait que c'était vraiment une passion. Puis justement, Patrick Kelly, qu'on parlait tantôt, m'avait coaché dans le Bantam 2B aussi. Puis, ça avait bien cliqué, là, une bonne relation joueur-entraîneur. Puis, j'avais toujours dit que je voulais coacher. Puis, quand il me l'a demandé, pour moi, c'était un naturel. Au lieu d'aller jouer junior 2A, de tout de suite commencer à coacher. Puis, même, j'avais orienté mes études à ce moment-là pour devenir coach au cégep et à l'université en enseignement en éducation physique. Donc, c'était un peu le parcours qui était destiné pour moi. Fait que comme joueur, non, ça a été quand même assez court, même si j'ai toujours continué à jouer par la suite dans les ligues seniors. Ces choses-là, j'ai pas tenté l'expérience au niveau junior. OK. Et vous avez parlé tantôt là, de Serge Beausoleil. Dans le fond, vous avez passé là, 12 ans en tant qu'entraîneur adjoint avant de devenir entraîneur-chef du Blizzard de 2006 là, à 2018 comme entraîneur adjoint.
Et dans votre parcours en tant qu'entraîneur adjoint, vous avez côtoyé des entraîneurs comme Serge Beausoleil, Brian Lizotte et Martin Lapierre, 3 entraîneurs avec de l'expérience en tant qu'entraîneur-chef dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Quels apprentissages de chacun d'eux vous appliquez maintenant en tant qu'entraîneur-chef? Très bonne question. C'est sûr que non seulement les coachs en chef que j'ai côtoyés m'ont amené des points que j'utilise encore aujourd'hui, mais les coachs adjoints aussi. Donc, c'est sûr et certain que tu travailles toujours en équipe. Au fil des ans, j'ai tellement été chanceux d'avoir des personnes tellement le fun à côtoyer. Mais si on parle de Serge Beausoleil, c'est sûr que c'est une personne qui était un motivateur hors pair, mais c'est surtout quelqu'un que, quand il rencontrait les joueurs dans le bureau, il avait une très bonne façon de leur parler. Très direct, mais aussi faisait réfléchir le joueur beaucoup. Fait que ça, j'essaie de retenir ça de lui. En même temps, tu peux pas imiter Serge Beausoleil. Là. C'est quelqu'un qui est spécial. Puis, ce que j'ai retenu aussi, c'est qu'il déléguait énormément. En fait, tous les coachs avec qui j'ai travaillé, c'est de laisser de la place aux entraîneurs adjoints. Il n'y a personne là-dedans qui est un one-man show. Serge, c'est quelqu'un qui était drôle. Donc, c'est vraiment le fun. Brian, c'est un travaillant, c'est une personne qui est extrêmement structurée. Donc, quelqu'un qui est très exigeant. Au niveau de l'éthique de travail et du jeu défensif, c'était extrêmement important pour lui. Puis encore aujourd'hui, des fois, quand on essaie de créer de la vitesse au hockey et tout ça, mais je me souviens que Brian, lui, tout ce qui était situation d'un contre un dans les pratiques, de faire travailler les joueurs extrêmement fort, il soutirait vraiment le maximum des joueurs. Donc, Brian, je pense que c'était un bon coach pour aller chercher vraiment le maximum au niveau des gars. Puis la Happy, c'est un mélange un peu de tout ça. C'est quelqu'un qui est extrêmement émotif aussi dans le day-to-day, quelqu'un qui déteste perdre. Donc, il n'y avait pas de prix pour la victoire. Puis c'est vraiment un passionné. Puis surtout quelqu'un qui se challenge tout le temps et qui questionne. Il n'aura pas peur d'appeler d'autres coachs. Il n'aura pas peur de parler à des entraîneurs de d'autres sports. C'est quelqu'un qui est extrêmement curieux et pour qui la formation continue est extrêmement importante. Il va participer à des séminaires. Il va se créer beaucoup de contacts en parlant avec des entraîneurs. C'est comme ça qu'on devient meilleur. Fait que ça, c'est un point que j'ai retenu de l'appui. Good. Oui, parlons maintenant là, des choses sérieuses. La Ligue de hockey Midget 3 pour la saison qui s'en vient, en fait. Je voulais savoir là, quel genre d'équipe le Blizzard va avoir cette année. À quoi les partisans là, pourront s'attendre de leur équipe à Québec? Vraiment avoir une équipe le fun. J'adore. Hier, on a eu notre réunion traditionnelle au SSF avec les joueurs et les parents. Ce qu'on mentionnait, c'est qu'on avait un mélange, vraiment un beau mélange de vétérans qui ont des très bonnes attitudes, avec des jeunes qui ont des upsides, comme on dit, pour les challenger. Parce qu'il y a une compétition à l'interne qui se fait pas dans le Midget 3. Il y a plus de joueurs que dans le Bantam. Il faut que tu fasses ta place un petit peu plus. Puis on sent que tout le monde cette année peut avoir un rôle qui est important. Fait que je pense qu'on aura une équipe qui va être bien balancée. Mais en même temps, il faut qu'on trouve notre identité. Fait que quel genre de club qu'on va avoir, c'est un peu difficile à dire parce qu'on est jeune, puis on va progresser là-dedans. Mais je m'attends à des bons atouts offensifs, de la vitesse, défensivement, des gars qui sont intelligents, puis un bon duo de gardien de but. Good. Puis dans le vestiaire, puis entre vous autres, là, le coaching staff, y a-t-il un objectif là, que vous aimeriez réaliser là, pour cette saison? L'objectif, c'est toujours de te rendre le plus loin possible et de gagner le championnat, ça, c'est sûr et certain. Ouais. Nous autres, on n'a pas d'attente, dans le sens qu'on sait qu'on a une équipe qui est un petit peu plus jeune que d'habitude, mais ces jeunes-là vont progresser. Puis ce qu'on veut en bout de ligne, c'est si on n'est pas favori en début de saison, c'est de s'assurer qu'on va progresser et qu'on va créer quelque chose, qu'on va créer une étincelle en série. Cette année, c'est un peu différent. Il y a l'équipe qui va représenter le Québec au championnat canadien de la Coupe TELUS. C'est l'équipe qui va avoir un tournoi aux environs de Pâques. Si, évidemment, le plan reste tel qu'il est, ça ne sera pas le champion des séries. Ça va être un tournoi qui va avoir lieu entre les 15 équipes du Québec.
pour se rendre à la Coupe TELUS. Fait que ça, c'est sûr que ça va être un objectif d'arriver à Pâques, vraiment prêt pour ce tournoi-là, puis se donner des chances de faire vivre une expérience incroyable aux jeunes. Puis le coaching staff aussi, je te dirais, il pense beaucoup aux joueurs, là, dans le sens que on a des gars de 17 ans que leur objectif, c'est de remonter le plus vite possible dans le junior majeur. On a des joueurs de 16 ans qui ont été repêchés qui, eux autres, vont peut-être vouloir aller remplacer cette année ou tout simplement se positionner favorablement pour l'an prochain à leur camp avec leur équipe respective dans le junior majeur. Puis on a des kids qui veulent se faire repêcher. Fait que chacun des joueurs a un objectif, puis nous autres, comme coach, il faut que tu les aides là-dedans à les atteindre. Oui, puis aussi, il faut dire que la Ligue de hockey Midget 3, moi, j'ai toujours pensé que c'était une ligue de développement pour les jeunes, justement en vue de leur parcours junior, puis éventuellement, on ne sait jamais professionnel. Exactement. D'autres avis aussi peuvent être possibles. Oui. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous avez pensé là, du camp d'entraînement spécial COVID. Pas de mise en échec, dans le fond, des matchs hors concours qui sont plutôt des doubles matchs avec 10 joueurs et un gardien. En tant qu'entraîneur, comment est-ce que vous avez vécu ce camp d'entraînement-là? Écoute, on a fait des belles découvertes pareil. Ça peut sembler spécial, puis des fois, comment je dirais ça? Il y a beaucoup de négativisme envers les mesures et tout ça, mais on a quand même fait des découvertes qui sont intéressantes. Pour une sélection, j'ai trouvé que le fait des doubles matchs, j'ai trouvé ça bien intéressant parce que les gars revenaient aux 2 tours. Ouais. Mais des fois aussi, on se rendait compte, tu arrives à la fin de la game et tu dis tabarouette, OK, on est déjà rendu à la fin du match, puis ça a été extrêmement court, mais en même temps, on voyait les joueurs. Pour les joueurs, c'était quand même difficile parce que quand tu roules aux 2 tours pendant quand même 3-10 minutes, même si les matchs sont plus courts, ça devient quand même exigeant. Là. Des fois, là, déjà en deuxième période, on voyait une baisse de momentum. Fait que ça, j'ai trouvé que c'est une découverte qui était intéressante. Les joueurs arrivaient très, très serrés pour le match. C'était juste 45 minutes avant la game. Fait que ça, des fois, il y a des bons et il y a des mauvais côtés. Là. C'est sûr que la préparation n'était pas optimale pour les parties hors concours, je suis obligé de te dire, parce que on s'entraîne beaucoup pendant le camp. On ne met pas beaucoup d'emphase sur le collectif. Puis tu profites des matchs hors concours justement pour mettre en place des choses collectives. Mais là, on avait peu de temps pour le faire. Mais il reste que c'est un petit peu moins long puis peut-être moins exigeant pour les joueurs que d'arriver 2 heures d'avance. Ce que j'ai trouvé le plus difficile, c'est vraiment la mise en échec. Là. Je trouve que d'enlever ça, je ne dis pas que je suis en accord ou pas avec cette décision-là, là. Mais c'est sûr que ça a un impact sur la performance des joueurs. Fait que ça, j'ai trouvé ça difficile. J'ai trouvé ça plate aussi un petit peu pour les gars puis même les arbitres de devoir gérer cet aspect-là dans les games hors concours. Mm-hmm. C'est vrai. Présentement, là, la Ligue de hockey Midget 3 est en pause jusqu'au 14 septembre là, pour se plier là, aux exigences gouvernementales. Comment, vous, en tant que coach, vous vivez là, cette pause-là? Un 14 jours là, de break sans pratique ni match? C'est long. C'est vraiment long parce que ça a coupé le momentum un peu. Le mois d'août est exigeant pour les joueurs. Mm-hmm. Puis là aussi pour les coachs parce que tu es toujours en train de penser à ton line-up. Puis là, un coup que le line-up est fait, tu veux partir de ta saison, puis là, whoop, est arrivé, bang, la pause à cause, dans le fond, de la mesure des sports-études qui a été prise. Fait que, bon, c'est sûr que ça a été long. En même temps, les joueurs, oui, il y avait eu un long break là, depuis le début de la pandémie. Donc, d'avoir 2 semaines de pause, là, c'est pas si mauvais non plus, là, dans le sens que c'est juste retardé. Pour l'instant, c'est seulement retardé de 2 semaines. Donc, regardez, on prend un repos, puis la saison va être juste échelonnée un petit peu plus longtemps. Mais si on avait enlevé des matchs, ça aurait été décevant. Mais pour l'instant, on va jouer le même nombre de matchs, même un petit peu plus avec les matchs préparatoires qui sont prévus à l'horaire. Donc, je me dis qu'en bout de ligne, là, c'est pas si pire que ça. Ce que je trouve difficile, c'est de ne pas pouvoir côtoyer les joueurs. Je les vois à l'école, mais l'équipe n'est pas ensemble. Donc, au niveau de l'entraînement hors glace, on a donné un programme, mais le suivi, il ne se fait pas aussi bien que si tout le monde s'entraîne ensemble, puis c'est aussi moins motivant. Fait qu'on côtoie les joueurs à l'école un petit peu sur Messenger. On fait des rencontres individuelles
en visioconférence. Puis on essaie d'avancer tant bien que mal. Good. Vous avez parlé là, des matchs hors concours qui sont prévus. Dans le fond, il y en a, dans le fond, jusqu'au 11 octobre, si je ne me trompe pas. Donc, Ouais. la saison régulière devrait débuter, si rien d'autre vous l'en empêche, là, devrait débuter le 16 octobre. C'est ça. Donc, il reste encore finalement là, un autre mois complet de matchs hors concours avant de débuter la saison. Pour vous, Oui. étant donné que l'équipe est déjà complète, est-ce que c'est des matchs qui sont importants et si oui, pourquoi? Ils sont très importants parce que c'est. Tu sais, en bout de ligne, là, c'est un petit peu la même chose que les matchs de saison régulière. Tout le monde dans le midget 3 fait les séries. Ouais. Donc, la saison régulière, ça a une valeur puis ça n'en a pas dans le sens que c'est une longue préparation. Fait que les matchs hors concours, les programmes doubles vont avoir vraiment, oui, ils sont importants puis on va vouloir les gagner. Ça va être les premiers matchs avec notre équipe. Fait que c'est sûr, certain que c'est important. En même temps, c'est encore des matchs sans mise en échec. Sauf que, tu sais, traditionnellement, tu travailles toujours sur ta défensive en début de saison. En tout cas, nous autres, on le faisait un petit peu comme ça, beaucoup sur ta défensive et tout ça. Tandis que là, les 6 premiers matchs, on va peut-être plus regarder notre exécution offensive parce que de toute façon, ta défensive, elle va être dépendante de l'implication physique de tes joueurs. Puis là, c'est difficile à pratiquer selon les règles sanitaires. Puis en plus, dans les matchs, bon, c'est sûr, il y a des structures défensives que tu vas mettre en place, là, sauf que c'est un petit peu moins. Il y a une stratégie en arrière de ça qui est différente si la mise en échec n'est pas là. Good. On va y aller maintenant en parlant un peu plus de ton alignement avec le Blizzard dans l'équipe. On a remarqué qu'il y avait 11 attaquants et 7 défenseurs. Est-ce que tu peux nous expliquer ce choix-là? Oui, bien, on trouvait que c'était Moi, c'est quelque chose qu'on a réfléchi depuis, honnêtement, depuis qu'on réfléchissait à l'équipe à partir de la fin de la saison dernière. Parce que je trouvais qu'on avait beaucoup de défenseurs qui étaient très, très intéressants. On avait vraiment des beaux prospects. Puis ça s'est avéré véridique au camp d'entraînement. Il y a des joueurs qui nous ont carrément forcé la main. Donc, on savait qu'on avait beaucoup de défenseurs qui étaient intéressants pour le midget 3, qui étaient des potentiels. Fait que ça, c'est une raison qui est non négligeable. Dans le junior majeur, il y a certaines équipes qui, je ne dis pas à tous les matchs, mais qui alignent quand même 7 défenseurs. Donc, oui, quand tu es 7 défenseurs, il y a une. Bon, je suis chanceux, j'ai le meilleur coach des défenseurs de la Ligue. Fait que on va lui donner du travail en masse, fait qu'il va pouvoir travailler avec eux autres. Puis oui, ça prend de l'expérience aussi pour gérer ça en arrière du banc quand on est 7. Mais l'autre facteur qui est important, c'est qu'on a des joueurs comme Guillaume Nadeau qui a 17 ans, Étienne Tremblay-Mathieu qui a connu un excellent camp à Chicoutimi, puis on ne sait pas ce qui peut arriver avec des joueurs comme ça. C'est pas mal plus difficile en cours de saison de remplacer un défenseur que de remplacer un attaquant. Ça, c'est la réalité. Fait que là, il y avait plusieurs éléments qui faisaient en sorte qu'on se disait, bon, c'est peut-être une bonne décision. Donc, on va l'essayer comme ça. On va voir ce que ça va donner. Puis, c'est ça. On a des super bons prospects, même que je trouve qu'on a laissé aller. On a dû retrancher des très bons jeunes défenseurs. Donc, pour nous, c'était presque un no-brainer d'y aller à 7. Puis ça va, dans le fond, nos attaquants, ils vont peut-être avoir un petit peu plus de mouvement au niveau des trios, mais quand tu es 12 attaquants, souvent, tu as des joueurs qui passent moins de temps sur le jeu. Donc, ça va être bénéfique pour nos attaquants aussi en même temps. Et admettons là, qu'il y a un match, par exemple, dans la phase 6, là, où vous pouvez aligner 18 joueurs et 2 gardiens. Est-ce que dans la mesure où vous avez gardé 11 attaquants et 7 défenseurs, est-ce que vous allez faire jouer un défenseur à l'attaque ou ça va vraiment être une rotation là, avec les duos et les trios avec 7 défenseurs et 11 attaques? Oui, bien, pour les matchs préparatoires, dans le fond, on va avoir une équipe qui va avoir 4 défenseurs, 5 attaquants. OK. Puis quand on a 5 attaquants, en fait, là, même, c'est une rotation qui se fait parmi l'équipe qui ne joue pas. OK. Fait que la Ligue Midget 3 a décidé que, vu que même une équipe qui avait 6 défenseurs, 3 attaquants, il y a un défenseur qui va venir faire une période. Autrement dit, dans le match A, tu as un défenseur de l'équipe qui va jouer après, qui va venir faire une période. Tu as un autre défenseur qui va venir faire la deuxième période, puis tu as un autre défenseur qui va venir faire la troisième période. Tout ça dans le but d'assurer une certaine sécurité aux joueurs pour ne pas qu'ils soient surutilisés.
Fait que nous autres, on va naviguer à travers ça entre nos 11 attaquants et nos 7 défenseurs. On l'a fait d'ailleurs dans notre dernier match à Rivière-du-Loup. Fait que les gars restent habillés, puis ils jouent la première. Puis après ça, ils se préparent pour son autre match d'après. C'est comme ça que ça va se passer. OK. Wow, je savais pas ça. C'est une drôle de manière de fonctionner, mais bon, j'imagine que c'est ce qui a été décidé par la Ligue. Il n'y a pas juste ça qui est drôle dans la société de ce temps-ci. Oui, c'est vrai. En regardant l'alignement aussi avec attention, on remarque que vous avez gardé là, 10 recrues âgés de 15 ans dans l'alignement. Si on compare à l'an passé, là, vous en avez gardé juste 4. L'an passé, c'est vrai que le midget espoir de l'année d'avant était très fort. Donc, plusieurs joueurs de 16 ans là, qui sont venus dans le club là, comparé aux joueurs de 15 ans. Mais est-ce que cette année, vous aviez pour mission de rajeunir le club? Non, normalement, le midget 3, c'est toujours la même chose. Tu y vas année par année. Donc, tu choisis les meilleurs joueurs qui sont disponibles. Cette année, ça a tombé que le coaching staff a évalué que c'était des joueurs qui... En fait, dans notre groupe de 20 joueurs, il y en avait 10 de 15 ans. Donc, ça s'est tout simplement passé comme ça. Mais c'est sûr que quand tu fais une sélection de joueurs, tu te dis lesquels qui vont progresser. Puis, tantôt, je parlais des upsides des joueurs de 15 ans. Puis, c'est vrai, si tu regardes chacun des joueurs de 15 ans, ils ont tous quelque chose de spécial, à notre avis, qui vaut la peine d'être développé. En fait, il y a toujours 3 choses. On regarde la vitesse, le caractère de la hockey sense, puis on est certain que les joueurs qui ont été choisis dans notre équipe, pas juste nos 15 ans, tout le monde, ont minimum une de ces 3 qualités-là, qui doivent travailler le plus possible les 2 autres. Fait qu'on fonctionne toujours comme ça quand on fait notre équipe de hockey. Cette année, ça tombe qu'on a plusieurs jeunes, puis... Mais tu sais, je regarde les alignements des autres équipes là, dans les dernières années. C'était pas rare là, quand même que les équipes aient 8, 9, 10, 11, 15 ans. C'est vrai. Parlons maintenant là, de votre attaque, parce que l'an dernier, là, vous étiez la meilleure équipe offensive de toute la Ligue Midget 3. Là, vous avez marqué 179 buts en 42 matchs, ce qui est une moyenne quand même d'un peu plus de 4 par match. Donc, dans un hockey qu'on dit aujourd'hui plus défensif, plus physique, c'est quand même là, tout un exploit. Si on regarde là, au niveau des joueurs que vous aviez, si je ne me trompe pas, 4 des 6 meilleurs pointeurs de la Ligue. Là, cette année, 3 de ceux-là sont partis dans le junior majeur. Là, on va en parler plus en profondeur tantôt. Mais Alexis Morin, Charles Boutin et Tommy Cormier, c'est 3 joueurs là, qui sont partis dans la LHMQ cette saison. Donc, si je peux nommer là, quelques noms en vitesse, là, selon ce que j'ai vu là, de l'an passé, votre attaque là, va être menée là, par des joueurs tels que Jérémy Sainte-Marie, Julien Belland et Charles-Antoine Beauregard cette saison. Est-ce que vous pensez avoir une force offensive, une force de frappe offensive semblable à celle de l'an dernier? Tu sais, l'année passée, en début de saison, on savait qu'on allait avoir une bonne attaque. Cette année, je la trouve aussi très, très intéressante. Mais c'est sûr que, comme tu disais tantôt, il y a peut-être certains soirs que, vu qu'on est plus jeune, il y a peut-être certains soirs que, justement, nos vétérans vont falloir qu'ils en amènent autant, sinon plus que l'année dernière. Donc, l'année passée, on avait juste un joueur de 15 ans qui était Charles-Antoine Beauregard. Ouais. Puis, cette année, il y a aussi Alexandre Lamarre qui revient, qui avait très, très bien fini la saison avec nous l'année dernière. Mm-hmm. Fait qu'on sait qu'on est balancé. Puis on sait qu'on va être capable encore de rouler avec pas mal tous nos joueurs en offensive, mais de dire qu'on va atteindre les résultats offensifs de l'année dernière, tant mieux si ça arrive. C'est ça qu'on vise aussi. Je suis un entraîneur qui aime beaucoup à laisser aller les gars offensivement, donc ça ne changera pas cette année. Je pense qu'on peut avoir une bonne équipe offensive, mais c'est sûr que les statistiques, qu'on ait 4 marqueurs dans les 6 premiers, ça m'intéresse plus ou moins, mettons. On veut un tout, puis ça va venir de la part de tout le monde, nos défenseurs inclus. Good. Devant le filet maintenant, parlons du duo de gardien de but avec Alexandre Lausier et Jérémy Louchard. Lausier qui est un gardien recru, là, si je ne me trompe pas. Oui, 15 ans. Exact. Et Louchard qui avait été repêché là, au dernier repêchage de la LHMQ. Donc, comment là, tu vois cette avenue avec tes 2 gardiens de but,
Est-ce que Louchard va agir un petit peu en début de saison en tant que mentor avec Lausier, étant donné qu'il a l'expérience? Comment tu vois ça? Écoute, ça va ressembler à ça. James, c'est un très bon point. L'an passé, on avait Jean-Thomas Auger qui avait 17 ans avec Jay Louchard qui avait 15 ans. Là, cette année, on a Jay Louchard qui revient de sa saison midget 3A puis qui est prêt à prendre plusieurs minutes devant le filet. C'est toujours la même chose. Il y a un règlement dans la Ligue midget 3 qui oblige les équipes à donner un tiers des matchs à. Je pense que c'est vraiment un minimum, là. Normalement, un tiers des matchs aux 2 gardiens. Donc, ça va être à Alexandre d'aller chercher son temps de jeu. Puis, il faut que Jérémy s'assure de bien performer aussi parce qu'il n'y a rien qui est garanti. Tous vos mérites, autant dans le but, à la défense, puis à l'attaque, tous vos mérites. Donc, il n'y a rien qui est garanti. Mais c'est sûr que si tout va bien, là, on pense que Jérémy, en début de saison, peut être un très bon modèle pour Alex. Parfait. Maintenant, parlons un peu là, de sujets un peu plus variés, là, sans trop de. Dans le fond, des sujets que je voulais aborder avec vous, sans trop savoir où les placer. J'aimerais qu'on parle du poste de capitaine cette saison avec le Blizzard. Celui-là qui était en poste l'an dernier, Brendan Tremblay a complété son stage midget, donc il est rendu là, junior. Donc, le poste de capitaine est maintenant vacant. Qu'est-ce que vous comptez en faire là, de ce poste-là de capitaine? Est-ce que vous avez déjà des options ou est-ce que vous comptez commencer la saison sans capitaine? Ben, je pense que le capitaine il va se situer dans nos joueurs qui étaient présents l'année dernière. Mais c'est sûr qu'on regarde nos vétérans, comment ils vont se comporter. J'aime toujours ça, me donner un petit peu de temps avant de nommer un capitaine. J'aime ça aussi sonder l'intérêt des joueurs. Comme vous savez, là, je vous disais que depuis une semaine ou deux, l'équipe n'a pas été ensemble. Puis même nos joueurs qui étaient dans les camps juniors ont très peu côtoyé la gang de gars qui étaient au camp d'entraînement. Fait que là, c'est de voir là, comment la chimie d'équipe va s'opérer dans les semaines quand on va pouvoir commencer notre saison. Puis quand même, assez rapidement, on devrait nommer un capitaine s'il y en a un qui se démarque. Good. On va repasser à l'année passée. Nathan Morin, qui faisait partie de votre structure, là, avait été coupé là, au camp d'entraînement, en fait. Là. Puis finalement, Éric Bélanger, avec les Chevaliers de Lévis, l'avait ramené dans son alignement puisqu'il le connaissait déjà. Et puis, force d'admettre qu'il avait connu une saison assez incroyable à Lévis. 40 points en 41 matchs, il s'est développé pas à peu près, là, honnêtement. Puis, il a été un choix de première ronde là, au dernier repêchage de la JMQ par Victoriaville. Selon toi, est-ce qu'il y aura des Nathan Morin cette année, dans le sens qu'il y a des gars que vous allez laisser partir pour d'autres organisations et qui pourraient s'épanouir là, ailleurs dans le circuit? Bien, c'est difficile, c'est toujours difficile à prédire parce que, si tu parles de Nathan Morin puis tu regardes à travers la Ligue, tu as un Mastro Dominico qui a été repêché troisième overall par Shawinigan qui avait été coupé de Lac-Saint-Louis. Tu as un Lamoureux aussi qui n'avait pas fait de Charlemagne qui est allé à Jonquière qui a été repêché très loin. Fait que le hockey, c'est loin d'être autant. Puis tu regardes les repêchages, la Ligue nationale puis du Division majeure, il y a toujours des surprises à chaque année. Fait que oui, Nathan, c'est tout à son honneur la saison qu'il a connue parce qu'il s'est très, très bien développé. Puis, dans le fond, est-ce qu'il peut y avoir d'autres Nathan Morin? Il va en avoir à travers la Ligue, c'est sûr et certain. Nous autres, dans notre cas, pour l'instant, on n'a pas de joueurs de 15 ans. C'est sûr qu'il va pourrait être un choix de première ronde. C'est souvent des joueurs de 15 ans. Là, pour l'instant, on n'a pas de joueurs de 15 ans qui ont été repêchés par d'autres équipes midget 3A. Donc, est-ce qu'il va y avoir d'autres Nathan Morin? C'est sûr qu'il va en avoir à travers la Ligue. Est-ce que ça va venir du Blizzard ou d'ailleurs? Ça, c'est difficile à prédire. On est encore loin du mois de juin. Good. En terminant, j'aimerais ça qu'on parle là, des joueurs, dans le fond, des joueurs gradués du Blizzard qui proviennent de l'édition 2019-2020. 4 joueurs se sont taillés un poste dans la Ligue de hockey junior majeure du Québec. Alexis Morin à Drummondville, Charles Boutin à Blainville-Boisbriand, Tommy Cormier à Chicoutimi et le défenseur Émile Chouinard à Bécomo. Vous les avez tous les 4 coachés l'an dernier. Dans le fond, pourquoi ils ont fait la LHMQ? Quelles sont leurs qualités en tant que joueurs là, qui leur ont permis de passer au niveau supérieur? Si tu regardes ces gars-là, encore une fois, c'est des joueurs qui sont spéciaux parce que, si on commence, mettons, avec Alexis, il s'entraîne extrêmement fort. Il a connu une très, très bonne saison l'année passée. C'est un gars qui a un tir qui
est foudroyant, puis il tire fort. À chaque fois qu'il est devant le filet, là, il veut scorer, puis il tire fort. Donc, il a une très bonne touche autour du net. Charles Boutin, c'est un joueur qui est avec la rondelle, qui a un contrôle de rondelle qui est incroyable, qui est au-dessus de la moyenne. Très bon patineur aussi, comme Alex. Tommy aussi, ça vire sur un 10 cents. Tommy a une très bonne vision du jeu. C'est un passeur hors pair. Je pense qu'il a joué une game hors concours avec Mercer à Chicoutimi. Et Lapierre, c'est le même trio. Ouais, c'est ça. Il n'avait pas l'air fou parce qu'il donne bien le puck. Il a des yeux tout le tour de la tête. Émile Chouinard, ça, c'est un pro. C'est un pro, Émile. Et juste la façon qu'il se comporte, c'est pas pour rien qu'il s'est amélioré comme ça. C'est vraiment un professionnel. Il a un physique qui est imposant. Puis, il a un coup de patin qui est très surprenant. Puis il a pris de la confiance l'an passé en jouant à MJ 3 à 16 ans. Ces gars-là, ils ont connu des bonnes saisons puis sont prêts. On est vraiment fiers de les voir là. C'est sûr que ça va être des défis pour eux autres de se tailler une place dans l'alignement puis de rester. Un coup qu'ils ont fait l'équipe, c'est correct. À un moment donné, il faut que tu te tailles une place dans l'alignement parce que la compétition est encore forte, mais c'est des gars qui ont des beaux outils pour le faire. Good. James, quelque chose à ajouter avant de terminer? Non, de mon côté, ça fait pas mal le tour. Je voudrais te remercier, Frédéric, pour le temps que tu as pris avec nous. J'ai bien aimé ça, puis tu as apporté beaucoup de points intéressants. Merci encore. C'est bon, je vous remercie, les gars. Good. Moi aussi, j'aimerais ça, bien entendu, vous remercier, Frédéric, d'avoir accepté mon invitation pour venir à Boisvert Radio. Je vous souhaite une excellente saison avec le Blizzard pour le meilleur des succès. Yes, sir. Merci. Vous autres aussi. Good. Merci aussi à James d'avoir été présent aujourd'hui. Ça fait plaisir. On se reprend encore une prochaine fois, mon Charles. Excellent. Merci aussi à vous, chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute. Je vous donne rendez-vous sur la page Facebook de Boisvert Radio pour les articles sur l'actualité sportive. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission à Boisvert Radio.